Vous savez pourquoi personne ne vous prend au sérieux? La voix de Gaspard Malrec résonnait dans toute la cour de la ferme, portée par le vent chaud d'août qui faisait trembler les feuilles des platanes centenaires. Parce qu'une femme qui se prend pour une mécanicienne, c'est une blague, une vraie blague. Autour d'eux, une dizaine d'hommes en combinaison de travail observèrent la scène. Certains riaient nerveusement, d'autres baissèrent la tête, mal à l'aise devant cette humiliation publique, mais trop intimidés pour intervenir. Gaspard continuait, impitoyable, pointant du doigt la jeune femme couverte de graisse qui se tenait debout près du tracteur John Deere. Si vous étiez vraiment bonne, vous ne seriez pas là à réparer des vieux tracteurs. Sa voix montait, chaque mot tombant comme un coup de marteau. C'est votre place, ici, dans la poussière et l'huile de moteur. Pas là-bas, certainement pas près de cette voiture. Il désigna le hangar le plus éloigné, celui dont les portes restaient toujours fermées, celui dont personne ne parlait jamais vraiment. À l'intérieur, sous une bâche épaisse accumulant la poussière depuis 12 années, se trouvait un Delahaye 135 MS de 1947, carrosserie Figoni et Falaschi, une œuvre d'art française évaluée à 700 000 €. Un cadavre magnifique que les plus grands experts avaient déclaré impossible à ressusciter. À cet instant précis, Gaspard Malrec ne savait pas qu'il venait de commettre l'erreur la plus monumentale de sa vie. Il ne savait pas qu'il venait d'humilier publiquement la seule personne dans toute la Bourgogne capable de faire démarrer le moteur qui dormait dans ce hangar depuis plus d'une décennie. Laissez-moi vous raconter cette histoire qui va vous bouleverser, mes amis, parce que ce qui s'est passé ce jour-là a changé bien plus qu'une simple réputation. Ce jour-là, la vérité a parlé plus fort que l'arrogance. Héléna Rouvier avait 23 ans, debout dans cette cour ensoleillée de la propriété Malrec, sa salopette bleue délavée, tachée de graisse fraîche, ses cheveux châtains attachés en queue de cheval désordonnée, ses mains fines mais couvertes de cicatrices, témoignant de milliers d'heures passées à manipuler du métal tranchant et des outils lourds. Elle ne ressemblait en rien à l'image qu'on se fait d'un mécanicien expert. Elle était petite, à peine 1,63 m, mince, avec un visage où les yeux noisettes brillaient d'une intelligence tranquille, malgré la fatigue visible creusant de fines ombres sous ses paupières. Ses bottes en caoutchouc étaient usées jusqu'à la corde, le caoutchouc craquelait par endroits. Sa Renault 4L garée à l'écart de la cour, loin des véhicules nobles comme la Mercedes de Gaspard et le Range Rover du régisseur, avait connu des jours meilleurs, sa peinture beige d'origine pelant par plaques pour révéler la rouille orange en dessous. Dans toute la région viticole de Bourgogne, de Beaune à Chalon-sur-Saône, on la connaissait sous un seul titre, prononcé parfois avec condescendance, parfois avec un respect discret. La fille Rouvier. Celle qui répare la ferraille. Certains l'appelaient, quand il n'avait plus d'autre choix, payant mal, considérant ses compétences comme une faveur qu'ils lui accordaient en l'embauchant plutôt qu'un service professionnel qu'ils achetaient. D'autres la respectaient en silence, sachant très bien que sans elle, leurs exploitations auraient coulé depuis longtemps, leurs vieilles machines agricoles transformées en tas de ferraille inutiles. Mais aucun, absolument aucun, ne la considérait comme une égale. Elle était toujours la fille, jamais la mécanicienne, toujours pas mal pour une femme, jamais simplement exceptionnelle ou brillante sans cette qualification réductrice. Pourtant, derrière cette apparence modeste et cette réputation ambiguë se cachait un savoir technique qui aurait fait pâlir la plupart des ingénieurs diplômés des meilleures écoles de France. Héléna était née 23 ans plus tôt dans un petit village nommé Pomard, au sud de Beaune, dans une maison modeste de pierre coincée entre un atelier de réparation de machines agricoles et un champ de tournesol qui s'étendait jusqu'à l'horizon comme une mer dorée ondulant sous le vent. Son père, Michel Rouvier, était opérateur de machines lourdes, un homme de 47 ans aux mains calleuses, larges comme des battoirs, qui sentait toujours le diesel et la terre fraîchement retournée, cette odeur riche et presque réconfortante qui s'accrochait à ses vêtements même après la douche. Sa mère, Céline, était partie quand Héléna avait 6 ans.
Un matin de février glacial, la petite fille s'était réveillée pour découvrir que sa mère avait fait ses valises pendant la nuit et pris le premier train pour Paris avec un vendeur de matériel viticole qu'elle fréquentait depuis des mois en secret. Elle avait laissé derrière elle seulement une photo floue, prise lors d'une fête de village, le souvenir d'un parfum de lavande bon marché acheté au supermarché, et une lettre de 3 lignes expliquant qu'elle ne pouvait plus supporter cette vie de village, cette monotonie, cet homme qui aimait plus ses machines que sa propre femme. Michel avait élevé sa fille seule, transformant sa douleur en détermination silencieuse. Il l'emmenait partout avec lui, sur les chantiers, dans les fermes, sur les sites de construction, refusant de la laisser seule à la maison ou chez des voisins qui auraient fini par la traiter comme une orpheline à moitié abandonnée. Pendant que d'autres fillettes de 6, 7, 8 ans jouaient à la poupée dans des chambres roses décorées de posters de princesses Disney, Elena apprenait à distinguer le bruit caractéristique d'un roulement défectueux du cliquetis parfaitement normal, d'un moteur diesel refroidissant après une longue journée de travail intensif sous le soleil de Bourgogne. À 8 ans, elle savait identifier 27 modèles de tracteurs différents juste au son de leur démarrage, reconnaissant le grondement grave d'un Fendt, du ronronnement plus aigu d'un Kubota, le claquement métallique caractéristique d'un vieux Massey Ferguson, du sifflement moderne d'un John Deere équipé de turbo. À 12 ans, elle pouvait démonter entièrement la boîte de vitesse d'un Massey Ferguson 135, identifier chaque engrenage, chaque roulement, chaque joint d'étanchéité, et la remonter en moins de 4 heures sans consulter un seul manuel, ses petites mains bougeant avec une précision qui laissait bouche bée les mécaniciens professionnels qui passaient parfois à l'atelier de son père. À 15 ans, elle diagnostiquait des problèmes de turbocompresseur juste en écoutant le sifflement caractéristique à la montée en régime, capable de dire avec certitude si c'était les aubes du compresseur qui touchaient le carter à cause d'un jeu excessif dans les roulements, ou si c'était simplement une fuite dans le collecteur d'échappement créant une déperdition de pression. À 18 ans, elle réparait des machines que des mécaniciens diplômés avec 15 ans d'expérience avaient déclarées bonnes pour la casse, irréparables, finies. Michel Rouvier n'était pas un homme ordinaire, et ceux qui l'avaient connu dans sa prime jeunesse gardaient de lui un souvenir presque légendaire. Dans les années 90, quand les machines agricoles commençaient leur transition vers l'électronique et l'informatique embarquée, mais que les vieux tracteurs mécaniques dominaient encore les champs de France, on racontait dans toute la région qu'ils pouvaient réparer absolument n'importe quelle machine. Des plus modernes équipées de capteurs électroniques complexes et de systèmes hydrauliques assistés par ordinateur, aux antiquités agricoles datant des années 50, dont plus personne ne possédait les manuels techniques et dont les fabricants avaient parfois disparu depuis des décennies. Des entreprises prestigieuses de Lyon et même de Paris lui avaient proposé des postes avec des salaires qui auraient pu transformer sa vie du tout au tout. 45 000 € par an, puis 50 000, puis 60 000 pour le dernier recruteur venu de la capitale. Une grande maison dans un quartier résidentiel, une voiture de fonction neuve tous les 3 ans, des tickets restaurants, une mutuelle premium, la sécurité financière totale. Mais Michel refusait toujours poliment, avec ce sourire doux et un peu triste qui était devenu sa marque de fabrique après le départ de Céline. « Ma place est ici », disait-il, en regardant les collines bourguignonnes qui ondulaient à perte de vue, couvertes de vignes alignées avec une précision géométrique parfaite, avec ceux qui ont vraiment besoin de moi, pas avec ceux qui peuvent se permettre de payer n'importe quel prix pour n'importe quelle réparation. Il préférait aider les petits fermiers qui n'avaient pas les moyens de se payer des réparateurs officiels, facturant 80 € de l'heure, plus les pièces avec une marge de 100%, et ceux pour qui une panne de moissonneuse-batteuse au mauvais moment pouvait signifier la perte d'une récolte entière, la faillite, l'effondrement de 3 ou 4 générations de travail familial accumulées. Il acceptait souvent d'être payé en nature, en bouteilles de vin qu'il ne buvait jamais vraiment, mais qu'il offrait aux voisins à Noël,
en fromage de chèvre affiné, qui sentait fort dans le réfrigérateur, en légumes du jardin, en promesses de main-d'œuvre pour retaper sa propre maison, qui tombait lentement en ruine. « L'argent, ça va et ça vient comme les saisons », expliquait-il à sa fille, pendant qu'ils travaillaient côte à côte sous le capot d'une moissonneuse-batteuse géante dans un champ de blé doré ondulant sous le vent d'été. Mais la dignité d'un homme qui peut nourrir sa famille grâce au travail de ses mains, grâce à la sueur de son front et à l'intelligence de ses choix, ça, ma petite Elena, ça n'a absolument pas de prix. Ça, personne ne peut te le prendre. Michel enseignait à Elena bien plus qu'une simple technique mécanique, bien plus qu'une collection de procédures et de diagnostics à mémoriser. Il lui transmettait une véritable philosophie, une façon de voir le monde entier à travers le prisme de la mécanique et de la relation entre l'homme et ses outils. « Chaque machine possède une âme », lui disait-il pendant qu'elle observait ses mains expertes caresser presque tendrement un moteur récalcitrant qui refusait de démarrer depuis 3 jours, malgré tous les efforts du propriétaire. Chaque moteur parle sa propre langue, avec son propre accent, ses propres expressions. Le véritable mécanicien n'est pas celui qui possède le plus de diplômes accrochés au mur de son bureau climatisé, ni celui qui a la plus grosse collection de clés et de tournevis. C'est celui qui sait écouter ce que la machine essaie de dire, qui comprend ses douleurs comme un médecin comprend les symptômes de son patient, qui sent ses vibrations subtiles comme un musicien sent le rythme d'une symphonie. Il lui apprenait à fermer les yeux et à simplement écouter, vraiment écouter. Le rythme d'un moteur diesel sain avait une musique particulière, régulière et profonde, comme un cœur en parfaite santé battant à 50 pulsations par minute. Une variation infime dans ce rythme, un claquement presque imperceptible qui ne devrait pas être là, un sifflement aigu caché sous le grondement normal, tout cela racontait une histoire complète à qui savait l'entendre avec attention et patience. « La machine ne ment jamais », répétait Michel comme un mantra qu'il gravait dans l'esprit de sa fille. Jamais. Les hommes mentent pour se protéger, pour gagner de l'argent, pour cacher leur incompétence. Les manuels techniques peuvent être incorrects, mal traduits, obsolètes. Les experts peuvent se tromper parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont arrogants, parce qu'ils ont arrêté d'écouter vraiment. Mais la machine, elle, dit toujours la vérité absolue si tu prends le temps de l'écouter vraiment, si tu poses tes mains sur elle avec respect, si tu la traites comme un être vivant, et pas comme un simple assemblage de métal et de boulons. À 18 ans, Elena réparait régulièrement des machines que des mécaniciens diplômés avec 2 décennies d'expérience avaient déclarées bonnes pour la casse, mortes, finies, irréparables même avec des milliers d'euros d'investissement. Elle possédait cette intuition extrêmement rare, ce 6e sens presque mystique que seuls les vrais artisans développent après des milliers d'heures passées en communion totale avec leur métier, après avoir écouté tant de moteurs qu'ils finissent par entendre leurs secrets les plus profonds. Elle pouvait poser sa main sur un bloc moteur encore chaud et sentir exactement où se situait le problème, comme si la chaleur inégale du métal lui parlait directement dans une langue que personne d'autre ne comprenait. Puis vint le jour qui changea absolument tout, le jour qui traça une ligne nette entre l'avant et l'après dans la vie d'Elena Rouvier. Elle avait 20 ans, 2 mois et 11 jours exactement, lorsque son père fut appelé en urgence pour réparer une moissonneuse-batteuse géante dans une exploitation près de Chalon-sur-Saône, à 43 km de leur village. C'était une journée de juillet étouffante, une de ces journées où l'air tremble au-dessus des champs de blé dorés prêts pour la récolte, où le thermomètre affiche 38 degrés à l'ombre et où même les oiseaux cessent de chanter, accablés par la chaleur. La moissonneuse-batteuse était un monstre moderne de 15 tonnes, une New Holland CR 10.90 valant 420 000 €, équipée des dernières technologies, capable de récolter 12 tonnes de blé à l'heure. Elle était tombée en panne en plein milieu d'un champ de 50 hectares, bloquant toute la récolte qui devait impérativement être terminée avant les orages prévus pour le week-end. L'exploitant,
un homme nommé Bernard Courtois, était au bord de la crise de nerfs. Chaque jour de retard signifiait des milliers d'euros de pertes potentielles si la pluie venait pourrir le blé sur pied. Michel avait passé 6 heures sous le soleil brûlant à diagnostiquer le problème, 6 heures pendant lesquelles Elena lui passait les outils, épongeait la sueur qui coulait dans ses yeux, lui tendait des bouteilles d'eau tiède. Un défaut complexe dans le système hydraulique qui contrôlait les lames de coupe, quelque chose que même le technicien officiel New Holland, venu de Dijon, n'avait pas réussi à identifier correctement la veille. Michel avait finalement trouvé la panne, une valve de distribution défectueuse cachée profondément dans le système, accessible seulement en démontant 3 autres composants majeurs. Il avait effectué la réparation avec cette précision méthodique qui le caractérisait, remplacé la valve défaillante, remonté tout le système, vérifié 3 fois chaque connexion. Puis il était grimpé dans la cabine climatisée de la moissonneuse pour tester le système hydraulique complet. Elena l'observait depuis le sol, une main en visière au-dessus des yeux pour se protéger du soleil impitoyable qui tapait comme un marteau. Elle avait vu son père activer les commandes hydrauliques. Elle avait vu son expression de satisfaction professionnelle quand tout avait semblé fonctionner parfaitement, les lames se mettant en mouvement avec un ronronnement mécanique régulier. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi. Peut-être une défaillance dans un circuit hydraulique secondaire que Michel n'avait pas vérifié parce qu'il n'était pas censé être lié au problème principal. Peut-être un tuyau sous pression extrême qui avait cédé, fragilisé par des années d'utilisation intensive, sous des températures variant de -15 degrés en hiver à +40 en été. Le fait est qu'il y eut une explosion, pas énorme, pas spectaculaire comme dans les films d'action américains. Juste un bang sec, métallique, brutal, suivi d'un jet de fluide hydraulique bouillant à plus de 80 degrés qui avait jailli directement sur Michel, le frappant en pleine poitrine et au visage, le projetant violemment contre la paroi métallique de la cabine. Elena avait couru comme jamais elle n'avait couru dans sa vie. Elle se souvenait de ce sprint désespéré comme d'un cauchemar au ralenti, ses jambes qui refusaient d'avancer assez vite malgré tous ses efforts, ses poumons qui brûlaient comme si elle respirait du feu liquide, son cœur qui cognait si fort dans sa poitrine qu'elle entendait son propre pouls battre dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Elle avait grimpé l'échelle de la moissonneuse, 4 mètres de hauteur, trouvé son père effondré sur le siège du conducteur, sa chemise de travail bleue trempée d'un mélange horrible de sang rouge vif et de fluide hydraulique transparent. Les secours avaient mis 23 minutes à arriver depuis Chalon-sur-Saône, 23 minutes qui avaient semblé durer 23 heures. 23 minutes pendant lesquelles Elena avait tenu la main de son père, pressant des serviettes contre ses blessures pour essayer de ralentir l'hémorragie, murmurant des prières qu'elle ne connaissait même pas vraiment, des fragments de Notre Père et de Je vous salue Marie appris à l'école primaire et presque oubliés depuis. Michel Rouvier était mort 3 heures et 17 minutes plus tard à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Il avait tenu la main de sa fille jusqu'au tout dernier moment, ses doigts calleux serrant les siens avec une force qui diminuait progressivement, minute après minute, comme une batterie se vidant lentement. Autour d'eux, les machines médicales bipaient leur symphonie d'urgence. Les infirmières couraient dans tous les sens. Les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient, mais tout le monde savait déjà que c'était trop tard, qu'il avait perdu trop de sang, que les brûlures étaient trop graves. Ces derniers mots, prononcés dans un souffle rauque et douloureux, avaient été gravés au fer rouge dans l'âme d'Elena. « Continue à faire parler les machines, ma petite. Ne laisse jamais, jamais personne te dire que tu ne peux pas. Le talent n'a pas de genre, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de classe sociale. Il a juste besoin de passion, de vérité et de respect pour le travail bien fait. Tu es meilleur que tous ces mécaniciens diplômés. Tu le sais au fond de toi. Prouve-le. Prouve-le pour moi. » Puis, il avait fermé les yeux une dernière fois,
Sa main s'était relâchée dans celle de sa fille, et le moniteur cardiaque avait émis ce long bip continu qui signifiait la fin de tout. Elena s'était retrouvée complètement seule à 20 ans, avec une maison hypothéquée que son père avait utilisée comme garantie pour acheter de l'équipement professionnel 3 ans plus tôt, avec des dettes d'hôpital qui s'élevaient à 38 472 € exactement pour les 3 jours de soins intensifs et les tentatives désespérées de sauver Michel. Et avec aucun diplôme officiel qu'elle pourrait montrer pour prouver ses compétences extraordinaires à un employeur potentiel. Elle avait écrit des lettres aux grandes entreprises qui avaient courtisé son père pendant des années, expliquant qu'elle avait appris le métier directement de lui, qu'elle possédait toutes ses compétences et même plus sur certains aspects modernes. Aucune n'avait même répondu, pas un seul accusé de réception. Les ateliers officiels la regardaient comme une curiosité bizarre au mieux, comme une menace potentielle à leur sérieux professionnel au pire. « Revenez quand vous aurez un BTS maintenance des matériels agricoles », lui disait-on poliment avant de fermer la porte, parfois littéralement au nez. Elle avait survécu en acceptant les travaux que personne d'autre ne voulait vraiment faire. Les réparations sur des machines tellement vieilles qu'aucun manuel technique ne les mentionnait plus, que les constructeurs avaient cessé de fabriquer depuis 30 ou 40 ans. Les interventions d'urgence à 3 heures du matin quand un fermier désespéré n'avait nulle part ailleurs où se tourner et que les réparateurs officiels ne répondaient pas au téléphone ou facturaient des suppléments de nuit de 200%. Les diagnostics sur des équipements que 3 ou 4 mécaniciens différents avaient déjà condamnés, déclarant qu'il faudrait tout remplacer pour des dizaines de milliers d'euros. Elle gagnait juste assez pour manger, principalement des pâtes et du riz avec des légumes bon marché, pour garder un toit au-dessus de sa tête en payant chaque mois le minimum requis sur l'hypothèque et pour entretenir tant bien que mal sa vieille Renault 4L héritée de son père qui tombait en panne tous les 2 mois, comme si elle partageait la fatigue chronique et le désespoir discret de sa propriétaire. Si cette histoire vous touche, si vous croyez que le talent mérite le respect, peu importe qui le possède, peu importe son genre, son âge ou son parcours, laissez votre like maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre des histoires qui vont aller droit au cœur et vous rappeler que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui, de quel pays, de quelle ville, parce que ce qui va suivre va vous donner des frissons et vous faire croire à nouveau à la justice. Gaspard Malrec appartenait à un monde complètement différent, un monde où les problèmes se réglaient avec de l'argent, où le confort était une évidence et où le privilège était considéré comme un droit de naissance plutôt qu'une chance extraordinaire. À 64 ans, il incarnait tout ce que la vieille aristocratie française terrienne pouvait produire de plus raffiné dans ses manières et de plus arrogant dans ses certitudes. La famille Malrec possédait des terres en Bourgogne depuis exactement 247 ans. Depuis 1779, depuis l'époque où Louis XVI régnait encore sur la France et où posséder des vignobles était un signe de noblesse presque aussi important qu'un titre officiel gravé sur du parchemin. Le domaine actuel s'étendait sur exactement 300 hectares de vignes méticuleusement entretenues, chaque plant taillé avec une précision maniaque, chaque rangée parfaitement alignée comme des soldats à la parade. La propriété produisait des pinots noirs et des chardonnays vendus dans le monde entier à des prix qui faisaient pâlir même les amateurs de vin les plus fortunés. Entre 80 et 350 € la bouteille selon le millésime et l'appellation, avec certaines cuvées spéciales atteignant 800 € pour les collectionneurs. Gaspard portait ce patrimoine familial comme certains portent une couronne invisible avec une fierté mêlée de fardeau. Grand, 1,87 m, les épaules encore relativement droites malgré son âge et les premières douleurs d'arthrite qui commençaient à mordre ses articulations les matins d'hiver,
Il avait un visage buriné par des décennies passées sous le soleil implacable de Bourgogne, mais simultanément adouci par une vie entière de confort matériel et de privilèges assumés. Il portait toujours des chemises sur mesure confectionnées par un tailleur de Lyon, repassées avec un soin presque obsessionnel par sa gouvernante, des pantalons en lin italien légers pendant les étés étouffants, des costumes 3 pièces en laine anglaise Savile Row pendant les hivers humides et glaciaux. À son poignet gauche brillait une Rolex Submariner en or jaune 18 carats qu'il avait achetée à Genève lors d'un voyage d'affaires en 1998, une montre valant aujourd'hui environ 35 000 €. Il conduisait une Mercedes classe S500 noire pour ses déplacements quotidiens, une voiture qui coûtait à elle seule 93 000 € et qui était remplacée tous les 4 ans par le modèle le plus récent. Sa cave à vin personnel, distincte des caves de production du domaine, contenait plus de 1200 bouteilles soigneusement cataloguées, certaines valant individuellement plusieurs milliers d'euros, des Romanée Conti, des Pétrus, des Châteaux d'Yquem datant de 1921. Il avait étudié l'œnologie à l'université de Bordeaux dans les années 80, obtenant son diplôme en 1984 avec mention très bien, passant 4 années à apprendre absolument tous les secrets de la vinification, de la chimie complexe des tanins, aux subtilités microbiologiques de la fermentation malolactique, des techniques de pressurage, aux méthodes de vieillissement en fût de chêne. Il avait ensuite voyagé en Californie en 1986 pour étudier les techniques révolutionnaires de la Napa Valley, rencontrant des vignerons qui transformaient l'industrie américaine du vin. Il avait passé 1 an complet en Toscane en 1987, perfectionnant son palais au contact des plus grands producteurs de Chianti, de Brunello di Montalcino, de Vino Nobile di Montepulciano. Mais sous ce vernis épais de sophistication, de culture, d'éducation parfaite, se cachait un homme profondément seul, rongé par un chagrin qu'il refusait d'admettre même à lui-même. Sa femme, Marguerite, était morte d'un cancer du sein 8 ans plus tôt, en octobre 2018, après 3 années de lutte acharnée contre la maladie. Elle avait subi chimiothérapie après chimiothérapie, perdant ses magnifiques cheveux blonds par poignées, perdant sa force physique, son appétit. Ce sourire éclatant qui avait illuminé la vie de Gaspard pendant 32 ans de mariage généralement heureux. Il l'avait regardé s'éteindre lentement, centimètre par centimètre, semaine après semaine, complètement impuissant malgré toute sa richesse considérable, malgré tous les meilleurs oncologues qu'il avait fait venir de Paris, de Lyon, même de Zurich. Il avait dépensé plus de 200 000 € en traitements expérimentaux, en cliniques privées suisses, en consultation avec des spécialistes mondialement reconnus. Rien n'avait fonctionné. L'argent, tout son argent accumulé sur des générations, ne pouvait pas acheter une seule minute supplémentaire avec la femme qu'il aimait depuis qu'il l'avait rencontrée lors d'un bal à Beaune en 1986. Ses 2 fils avaient quitté la France peu après la mort de leur mère, comme si rester leur rappelait trop douloureusement ce qu'ils avaient perdu. Laurent, l'aîné, 41 ans, travaillait dans la finance à New York depuis 6 ans maintenant, gérant des fonds d'investissement pour des clients ultra fortunés qui ne connaîtraient jamais la sensation de la terre bourguignonne sous leurs ongles, qui ne comprendraient jamais la fierté de voir des vignes que votre arrière-arrière-grand-père a plantées produire encore des raisins exceptionnels. Antoine, le cadet, 37 ans, dirigeait une galerie d'art contemporain à Londres, vendant des toiles abstraites qui ne ressemblaient à rien à des prix absurdes, à des collectionneurs qui achetaient pour le statut social plus que pour l'amour réel de l'art. Ils revenaient tous les 2 1 fois par an, fidèlement à Noël, restant 4 ou 5 jours maximum avant de repartir vers leur vie brillante, urbaine, moderne, vers leurs appartements luxueux dans des capitales mondiales. Leurs conversations avec leur père étaient polies, superficielles, vides de toute vraie connexion émotionnelle. Ils parlaient du temps qu'ils faisaient, des dernières nouvelles politiques, de l'état du marché du vin. Ils ne parlaient jamais de Marguerite. Ils ne demandaient jamais vraiment comment allait Gaspard. Ils ne proposaient jamais de rester plus longtemps.
Gaspard s'était donc construit une carapace épaisse d'arrogance pour masquer cette solitude terrible qui le rongeait de l'intérieur comme une rouille lente et invisible. Il utilisait son pouvoir économique et sa richesse, accumulés comme des armes psychologiques, pour maintenir les autres à distance respectable, pour se convaincre qu'il n'avait besoin de personne, que l'indépendance était une vertu plutôt qu'une prison qu'il s'était construit lui-même. Il méprisait les pauvres parce qu'ils lui rappelaient sa propre vulnérabilité fondamentale, le fait terrifiant que malgré tous ces millions d'euros, il ne pouvait pas ramener Marguerite à la vie, ne pouvait pas forcer ses fils à l'aimer vraiment, ne pouvait pas combler ce vide qui grandissait dans sa poitrine chaque nuit quand ils se couchaient seuls dans leur immense chambre matrimoniale où flottait encore parfois, ou du moins il l'imaginait, le parfum de Marguerite. Il méprisait particulièrement, avec une virulence qui surprenait parfois même ses propres employés, les femmes dans les métiers techniques traditionnellement masculins. Pour lui, c'était une aberration moderne, une violation de l'ordre naturel des choses tel qu'il le concevait depuis son enfance privilégiée. Les femmes devaient être douces, élégantes, cultivées, s'occuper de la maison, élever les enfants avec amour et patience, certainement pas se salir les mains avec de la graisse de moteur, certainement pas prétendre comprendre la mécanique complexe que seuls les hommes, avec leur logique supérieure et leur force physique, pouvaient vraiment maîtriser. Cette conviction n'était pas consciente, pas articulée en mots clairs même dans ses pensées privées, mais elle était profondément ancrée dans chaque fibre de son être, transmise par 3 générations de Malrec avant lui. Sa fierté la plus grande, son obsession qui frisait parfois la manie selon ses rares amis, était sa collection de voitures anciennes. 11 véhicules au total, chacun valant entre 150 000 et 800 000 euros, selon les estimations les plus récentes. Il les gardait dans 3 hangars différents climatisés à température constante de 18 degrés, les faisant tourner régulièrement pour que les moteurs ne se grippent pas par manque d'utilisation, les astiquant lui-même parfois avec des chiffons en microfibre ultra doux importés spécialement d'Allemagne. Il possédait une Bugatti type 57 Atalante de 1936, carrosserie noire et aluminium poli, l'une des 17 jamais produites. Une Hispano-Suiza J12 cabriolet de 1933, moteur V12 de 9 litres développant 220 chevaux, une puissance absolument incroyable pour l'époque. 2 Talbot Lago T26 Grand Sport, des machines de course transformées pour la route, une Facel Vega Excellence de 1958, le summum du luxe français des années 50, une Delage D8 120 de 1938. 2 Hotchkiss différentes. Et d'autres merveilles d'ingénierie française d'avant-guerre et d'après-guerre, chacune avec son histoire, sa personnalité unique, ses particularités mécaniques. Mais la pièce absolument maîtresse de sa collection, celle dont il ne parlait qu'avec une pointe visible de tristesse profonde et de frustration rentrée dans la voix, était un Delahaye 135 MS de 1947, carrosserie par Figoni et Fallachi, la plus célèbre et la plus prestigieuse firme de carrossiers français de l'époque d'or. Lingout d'eau aérodynamique révolutionnaire pour son temps, chromé étincelant, même sous la poussière de l'abandon, intérieur en cuir rouge patiné par le temps qui avait pris cette belle teinte profonde que seules les décennies peuvent créer. C'était l'un des exactement 53 exemplaires de ce modèle précis, jamais produit, un véritable chef-d'œuvre d'élégance et de sophistication française d'après-guerre, un symbole puissant de l'époque où la France croyait encore, avec une certaine naïveté rétrospectivement tragique, qu'elle dominait le monde de l'automobile de luxe et que les Américains et les Allemands ne pourraient jamais égaler le raffinement français, évalué à environ 700 000 euros, peut-être même 800 000, selon certains experts spécialisés, si seulement il fonctionnait. Mais le Delahaye était silencieux depuis 12 longues et frustrantes années. Gaspard avait acheté la voiture lors d'une vente aux enchères prestigieuse organisée par Art Curial à Paris en août 2014, payant exactement 623 000 euros pour un véhicule
que le vendeur, un collectionneur belge vieillissant qui vendait toute sa collection pour des raisons de santé, avait juré sur tous les saints être en parfait état mécanique, nécessitant juste un petit entretien de routine avant utilisation. C'était un mensonge, soit délibéré, soit basé sur une ignorance totale. Dès la livraison du Delahaye au domaine Malrec 3 semaines plus tard, transporté sur un camion spécialisé avec des sangles en velours pour ne pas abîmer la carrosserie précieuse, Gaspard avait découvert avec horreur que le moteur refusait obstinément de démarrer, pas même un toussotement, pas même une tentative, rien. Le silence complet quand on tournait la clé de contact, comme si la voiture était morte depuis des décennies. Il avait fait venir 5 experts différents au fil des 12 années suivantes, dépensant plus de 40 000 € en diagnostic et tentatives de réparation ratées. Certains venaient de Paris, réputés comme les meilleurs spécialistes des voitures d'avant-guerre et d'après-guerre en France. Un venait même de Suisse, de Genève précisément, réputé dans toute l'Europe pour être capable de ressusciter n'importe quelle voiture ancienne, n'importe quelle machine que d'autres avaient abandonnée. Chacun avait passé des jours, parfois des semaines entières, à examiner méticuleusement le moteur 6 cylindres en ligne de 3,5 litres, développant théoriquement 110 chevaux, les systèmes électriques archaïques de 1947, le carburateur triple corps Solex complexe, le système de distribution avec ses soupapes latérales. Chacun était reparti en secouant la tête avec perplexité, murmurant des théories contradictoires qui ne menaient absolument nulle part et ne résolvaient rien. Le premier expert, un Parisien nommé Claude Bertrand, avait affirmé avec une certitude absolue que le bloc moteur était fêlé quelque part en profondeur, nécessitant un remplacement complet qui coûterait au minimum 80 000 € et prendrait 6 mois de recherche pour trouver un bloc de remplacement compatible. Le deuxième, Jean-Marc Dufour, avait parlé d'un problème mystérieux et inexplicable dans le système de distribution qui bloquait mécaniquement les soupapes dans une position fermée. Le troisième, Antoine Rousseau, avait diagnostiqué une panne électrique extrêmement complexe dans le système de magnéto qui générait l'étincelle, affirmant qu'il faudrait refabriquer certains composants électriques à l'identique des originaux. Le quatrième expert, Pierre Lavigne, avait suggéré après 2 semaines d'examen que le vilebrequin était légèrement tordu, créant un blocage qui empêchait le moteur de tourner librement. Le Suisse, Heinrich Müller, après 3 semaines complètes d'examen minutieux avec des instruments de mesure ultra précis, avait conclu que plusieurs pièces uniques et irremplaçables devaient être refabriquées entièrement sur mesure à partir de plans originaux conservés dans les archives Delahaye, ce qui coûterait au moins 120 000 € et prendrait 8 à 10 mois de travail artisanal minutieux. Gaspard avait fini par abandonner complètement après l'échec du Suisse, son orgueil profondément, douloureusement blessé. Il avait fait couvrir la voiture d'une épaisse bâche en toile imperméable de qualité marine et fermer définitivement les portes du hangar le plus éloigné de sa propriété. Il refusait catégoriquement de vendre le Delahaye malgré les offres régulières de collectionneurs qui savaient qu'il le possédait. C'était une question absolue de principe, d'orgueil familial, transmis sur des générations. Les Malrec ne reconnaissaient jamais la défaite, ne capitulaient jamais, ne vendaient jamais à perte ou par découragement. Mais la voiture restait là, morte, immobile, inutile, un rappel constant et psychologiquement douloureux de son impuissance à résoudre ce problème malgré toute sa richesse considérable, malgré tous les experts réputés qu'il pouvait se permettre d'embaucher au prix fort, malgré toutes ses connexions dans le monde du collectionnisme automobile. La ferme Malrec employait 23 personnes à temps plein tout au long de l'année et environ 57 saisonniers supplémentaires pendant les vendanges qui duraient 3 semaines intenses en septembre. En plus des 300 hectares de vignes qui constituaient le cœur de son activité et de sa fierté, Gaspard possédait également 80 hectares de terres arables où il cultivait du blé tendre et du tournesol, principalement pour diversifier ses revenus et se protéger contre les caprices imprévisibles
du marché international du vin qui pouvait fluctuer violemment selon les modes et les crises économiques. La fin août était absolument le moment le plus crucial de toute l'année, agricole. Les vendanges allaient commencer dans exactement 15 jours, le 10 septembre précisément, selon les analyses de maturité des raisins effectuées par le maître de chai, et chaque heure, chaque minute comptait pour préparer absolument tout le matériel, vérifier que chaque machine fonctionnait à la perfection, que chaque tracteur était prêt mécaniquement et hydrauliquement pour les longues journées de travail intensif qui allaient suivre. C'est exactement à ce moment catastrophique que le désastre avait frappé la propriété comme la foudre tombe sur un arbre isolé. Le tracteur principal, le cœur battant de toutes les opérations lourdes, un John Deere 8R Series 370, flambant neuf, acheté seulement 8 mois plus tôt, d'une valeur vertigineuse de exactement 253 000 €, équipé de systèmes GPS ultra précis, capable de conduire automatiquement avec une précision au centimètre près, de systèmes hydrauliques assistés par ordinateur capables de soulever 8 tonnes, développant une puissance monstrueuse de 370 chevaux, était tombé en panne de la manière la plus catastrophique et la plus inexplicable possible. Le système hydraulique complet avait lâché soudainement en plein milieu d'un champ pendant un test de routine, des tuyaux éclatant sous la pression, du fluide hydraulique se répandant partout, rendant absolument impossible toute opération mécanique. Sans ce tracteur géant, absolument impossible de tirer les remorques de 4 tonnes chargées de raisins depuis les vignes jusqu'au chai de vinification. Impossible de déplacer l'équipement lourd nécessaire aux vendanges. Impossible de commencer les vendanges à temps, ce qui signifiait potentiellement la perte de centaines de milliers d'euros si les raisins dépassaient leur maturité optimale, ou si la pluie arrivait et pourrissait tout sur pied. Gaspard avait immédiatement, dans l'heure qui avait suivi la panne, fait venir son mécanicien habituel de Beaune, un homme bedonnant nommé Pascal Dubois, 58 ans, diplômé de l'École nationale des techniciens de l'équipement rural en 1988, possédant exactement 31 ans d'expérience professionnelle certifiée, une réputation généralement solide dans toute la région viticole de Bourgogne. Pascal avait passé 2 jours complets, 16 heures de travail au total facturé à 80 € de l'heure, à tripoter le tracteur géant, démontant méthodiquement des pièces hydrauliques, consultant des manuels techniques épais comme des annuaires téléphoniques, passant de longs appels téléphoniques à des collègues et au support technique John Deere en Allemagne, fronçant les sourcils d'un air de plus en plus préoccupé et perplexe. Finalement, le 3e jour au matin, il avait rendu son verdict avec cette résignation fataliste propre aux techniciens qui ont vu trop de désastres mécaniques pour encore vraiment s'émouvoir. La pompe hydraulique principale est complètement morte, monsieur Malrec, grillée, hors service. Il faut obligatoirement commander une nouvelle pompe chez le concessionnaire officiel John Deere. Délai de livraison minimum, 3 semaines, peut-être même 4 semaines, si la pièce n'est pas en stock au dépôt central en Allemagne. Coût de la pièce elle-même, 15 200 € hors taxe. Plus ma main-d'œuvre pour l'installation complète qui prendra 2 jours, comptez encore 2 500 € supplémentaires. Gaspard avait littéralement explosé de rage, sa voix montant de plusieurs octaves, son visage devenant rouge comme les raisins pinot noirs qu'il cultivait. 3 semaines? Vous vous foutez complètement de ma gueule, Pascal? Les vendanges commencent dans 15 jours, 15 putains de jours. Vous comprenez ce que ça signifie concrètement? Si je rate cette fenêtre de maturité optimale, si la pluie arrive comme prévu la semaine prochaine selon les prévisions météo, je perds potentiellement toute ma récolte. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes. Trouvez une solution. Improvisez quelque chose. C'est pour ça que je vous paie. Pascal avait simplement haussé ses épaules épaisses avec cette résignation fataliste, essuyant ses mains graisseuses sur un chiffon rouge déjà saturé d'huile.
Je ne peux pas inventer des pièces de nulle part, monsieur Malrec. Je ne suis pas magicien. C'est un tracteur ultra moderne. Tout est informatisé. Tout est géré par des capteurs électroniques. Tout est spécifique et breveté. Je ne peux pas bricoler un système hydraulique de cette complexité technologique avec du fil de fer et de l'espoir. Ce serait dangereux et illégal. C'est exactement à ce moment critique, dans ce silence tendu qui avait suivi l'explosion de colère de Gaspard, qu'un des ouvriers agricoles, un homme nommé Fabrice Lemoine, 52 ans, qui travaillait fidèlement pour la famille Malrec depuis exactement 27 ans et qui avait personnellement connu Michel Rouvier dans sa jeunesse quand ils buvaient ensemble à la brasserie du village, avait suggéré timidement, presque en murmurant, « Il y a la fille Rouvier, monsieur Malrec, Elena. Elle s'y connaît vraiment en machine. Vraiment, j'ai vu ce qu'elle fait. Elle pourrait peut-être jeter un œil au tracteur, diagnostiquer autrement. » Gaspard s'était retourné brutalement vers Fabrice, ses yeux exprimant une incrédulité totale, mêlée de mépris. « Rouvier ? La gamine qui répare les vieilleries complètement rouillées dans son garage de merde qui sent l'huile rance. Vous plaisantez, j'espère. Elle n'a même pas de putain de diplôme. Même pas un CAP. » Sa voix dégoulinait littéralement de mépris. « Et en plus, c'est une fille, Fabrice. Une fille qui joue à la mécanicienne parce que son père lui a appris à tenir une clé à molette quand elle avait 10 ans. » Mais devant le silence obstiné qui avait suivi, devant les regards insistants et presque suppliants de plusieurs ouvriers qui connaissaient personnellement les capacités extraordinaires d'Elena, devant l'urgence absolument critique de la situation et l'absence complète de toute autre option viable, Gaspard avait fini par céder avec une mauvaise grâce évidente, presque violente. « D'accord, très bien. Appelez-la, puisque vous insistez tous. Mais qu'elle ne touche à absolument rien d'autre que ce putain de tracteur, juste le tracteur, rien d'autre, et qu'elle ne traîne pas. Si elle ne règle pas ce problème en 2 jours maximum, 48 heures, je la vire immédiatement et je trouve une vraie solution professionnelle, même si je dois faire venir un tracteur de remplacement de Paris. » Elena était arrivée le lendemain matin à 8 heures précises, dans sa Renault 4L pathétique, qui toussautait et crachait de la fumée bleue comme un fumeur de longue date, condamné par un cancer des poumons, en montant péniblement l'allée, parfaitement entretenu, bordé de platanes centenaires majestueux, menant à la propriété Malrec. L'allée faisait exactement 430 mètres de long, parfaitement rectiligne, le gravier blanc immaculé ratissé chaque semaine avec un soin presque maniaque par 2 jardiniers employés spécifiquement pour cela. De chaque côté s'étendaient les vignes à perte de vue, des milliers et des milliers de plants parfaitement alignés, les grappes de raisin pinot noir commençant à prendre cette teinte pourpre profonde et magnifique qui signalait leur maturité imminente. Au bout de l'allée se dressait la maison principale des Malrec, une bâtisse imposante du XVIIIe siècle en pierre de taille blonde. 3 étages de hauteur, des volets peints en verre chasseur impeccablement entretenus, un toit en tuiles rouges vernissées qui brillait comme du sang frais sous le soleil matinal d'août. Des glycines centenaires grimpaient sur la façade sud, leurs grappes mauves parfumant délicatement l'air. Elena avait garé sa pauvre voiture à l'écart extrême de la cour pavée, aussi loin que possible des véhicules nobles et coûteux qui peuplèrent cet espace comme les courtisans peuplaient Versailles. La Mercedes S500 noire de Gaspard, brillante comme un miroir liquide, ses chromes étincelants, valant à elle seule plus que ce qu'Elena gagnerait en 5 ans de travail acharné. Le Range Rover autobiographie gris métallisé du régisseur du domaine, un mastodonte de luxe, les camionnettes Ford Transit récentes et immaculées des fournisseurs en visite. Même un Porsche Cayenne turbo bleu nuit appartenant au maître de chais, garé avec une désinvolture qui criait la richesse. Sa pauvre Renault 4L semblait honteuse parmi ces machines magnifiques, rouillée, cabossée, complètement déplacée comme une mendiante déguenillée qui aurait réussi à s'infiltrer par erreur dans un bal de l'opéra réservé aux millionnaires.
Elle était descendue lentement de sa voiture avec sa caisse à outils cabossée, une vieille boîte rectangulaire en métal rouge qui avait appartenu à son père Michel et avant lui à son grand-père Marcel, et couverte d'autocollants publicitaires, décolorés par le soleil, et de bosses témoignant littéralement de 5 décennies d'utilisation intensive. Ses cheveux châtains étaient attachés simplement avec un élastique noir bon marché acheté par lot de 50 au supermarché. Elle portait sa salopette de travail habituelle, bleue délavée par des centaines de lavages, rapiécée grossièrement au niveau des genoux avec des carrés de tissu d'une nuance légèrement différente et des bottes en caoutchouc noir qui avaient connu des jours définitivement meilleurs, le caoutchouc craquelé par endroits laissant entrevoir la doublure textile à l'intérieur. Pas de maquillage sur son visage, pas de bijoux à ses doigts ou à ses oreilles. Juste ses mains nues, marquées de cicatrices fines et brillantes, là où le métal l'avait coupé au fil des années, des callosités épaisses sur les paumes, témoignant du travail manuel constant. Dès qu'elle était entrée dans la cour pavée, absolument tous les regards s'étaient tournés vers elle, comme des tournesols se tournent vers le soleil. Certains ouvriers qui la connaissaient déjà personnellement, qui avaient de fait appel à ses services pour leurs propres machines agricoles ou leurs vieilles voitures, l'avait salué d'un signe de tête respectueux et presque complice, d'un « Bonjour Helena » murmuré avec chaleur. D'autres l'observaient avec une curiosité manifeste, se demandant ce que cette jeune femme frêle et modeste venait faire ici, dans ce domaine où tout respirait le luxe et le pouvoir. Quelques-uns, les plus jeunes, échangeaient des sourires moqueurs, des regards entendus qui disaient clairement ce qu'ils pensèrent d'une femme mécanicienne. Gaspard était sorti de sa maison exactement 3 minutes après l'arrivée d'Helena, descendant majestueusement les 5 larges marches de pierre qui menaient de la terrasse à la cour. Il portait une chemise Ralph Lauren blanche, repassée avec un soin obsessionnel. Pas un seul pli visible. Un pantalon beige en lin italien parfaitement ajusté qui avait probablement coûté 300 €. Des chaussures italiennes en cuir souple couleur cognac qui valaient facilement 1000 €. Son parfum, quelque chose de coûteux et boisé avec des notes de vétiver et de cèdre, probablement un Creed ou un Tom Ford, avait précédé son arrivée de plusieurs mètres. Il s'était arrêté à exactement 3 mètres d'Helena, la regardant lentement de haut en bas avec une expression où se mêlait l'incrédulité la plus totale et le dédain le plus pur, le plus cristallin. Ses yeux avaient parcouru sa silhouette modeste, s'attardant sur sa salopette rapiécée, sur ses bottes usées, sur sa caisse à outils cabossée, comme s'il cataloguait mentalement chaque signe de pauvreté et d'inadéquation. « C'est vous, Rouvier » avait-il finalement demandé, sa voix teintée d'espoir presque désespéré qu'une erreur monumentale avait été commise, qu'un vrai mécanicien professionnel allait soudainement apparaître derrière elle, sortant d'une camionnette équipée et professionnelle. « Oui, monsieur Malrec » avait répondu Helena d'une voix calme mais ferme, posant sa caisse à outils sur le gravier blanc immaculé avec un bruit métallique qui avait résonné dans le silence tendu de la cour. Sa voix était douce, légèrement voilée, mais il y avait dedans une assurance tranquille qui venait de savoir exactement ce qu'elle valait. « On m'a dit que vous aviez un problème avec votre tracteur John Deere, un problème hydraulique qui bloque vos vendanges. Et c'est là exactement à ce moment précis que l'humiliation publique avait vraiment commencé pour de bon. Gaspard s'était tourné théâtralement vers les hommes assemblés autour du tracteur géant en panne, une dizaine d'ouvriers en combinaison, et Pascal, le mécanicien officiel avec sa bedaine et son air résigné, et avait lancé sa première salve destructrice. « Regardez-moi ça, messieurs. Vraiment, regardez bien. On est tombé tellement bas, tellement désespéré, qu'on fait maintenant venir des gamines pour faire le travail d'homme. Le travail de vrais professionnels. C'est absolument pathétique. Certains avaient ri, des rires nerveux, creux, inconfortables. D'autres avaient détourné le regard, profondément mal à l'aise devant cette humiliation publique gratuite, mais trop intimidés par leur patron pour oser intervenir et risquer leur emploi. Fabrice, celui qui avait courageusement suggéré d'appeler Helena, serrait les poings si fort que ses jointures étaient devenues blanches.
mais il ne disait rien, sachant que protester ne ferait qu'empirer catastrophiquement les choses. Gaspard s'était approché encore plus près d'Elena, envahissant délibérément son espace personnel de manière agressive et intimidante, la dominant physiquement de ses 24 centimètres de plus. « Vous croyez vraiment, sincèrement, que vous allez réussir là où un professionnel diplômé avec 31 ans d'expérience certifiée a complètement échoué ?» Son haleine sentait le café français fort, et quelque chose de plus puissant, peut-être un cognac matinal ou un whisky pris pour calmer ses nerfs. Pascal, ici présent, a exactement 31 ans d'expérience professionnelle. 31 ans à réparer des machines. Vous avez quoi exactement? Les petites leçons improvisées de papa dans son garage miteux qui sentait la mort et l'huile rance? Elena n'avait pas reculé d'un seul centimètre. Elle l'avait regardé absolument droit dans les yeux, ses yeux noisettes ne sillant pas une seule fois, soutenant son regard avec une force tranquille, sa respiration restant parfaitement contrôlée, profonde et régulière, malgré le feu qui commençait à brûler intensément dans sa poitrine, malgré l'humiliation qui la mordait comme des dents acérées. Elle avait appris cette leçon cruciale depuis longtemps, l'avait apprise douloureusement au cours de 3 années à être méprisée. Répondre verbalement à ce genre d'homme ne servait strictement à rien, absolument rien. Les mots glissaient sur leur arrogance blindée comme l'eau de pluie glisse sur une carrosserie fraîchement cirée. Seuls les actes comptaient vraiment au final. Seule la vérité implacable que crachèrent les machines importait. Vous croyez que votre petit savoir-faire de briques et de broc, transmis par un père qui n'était lui-même qu'un bricoleur, va impressionner quelqu'un ici? Continuait Gaspard, sa voix montant progressivement de volume, chaque mot prononcé comme un coup de fouet destiné à blesser. Vous savez pourquoi personne ne vous prend au sérieux dans cette région? Pourquoi vous êtes obligé d'accepter les travaux minables que personne d'autre ne veut faire? Parce qu'une femme qui se prend pour une mécanicienne, c'est une blague, une vraie blague, une parodie. Les rires étaient devenus plus francs maintenant, plus assurés. Quelques hommes commençaient à se détendre, à apprécier le spectacle. Pascal lui-même souriait largement, secouant sa grosse tête avec un air de supériorité amusé. Si vous étiez vraiment bonne dans ce métier, vous ne seriez pas ici à réparer des vieux tracteurs en panne pour des sommes ridicules. Gaspard élevait maintenant la voix pour que chaque personne dans la cour puisse l'entendre parfaitement. C'est votre place, ici et seulement ici, dans la poussière et l'huile de moteur et la saleté, pas là-bas. Il avait brutalement pointé un doigt accusateur vers le hangar le plus éloigné de la propriété, celui dont les grandes portes métalliques restaient toujours hermétiquement fermées, celui dont absolument personne ne parlait jamais vraiment, sauf en murmurant. Certainement pas près de cette voiture là-bas. Vous m'entendez bien? Cette voiture vaut 700 000 euros. 700 000 euros. C'est plus que tout ce que vous possédez et que vous posséderez jamais dans votre vie entière pathétique, que vous pourriez même rêver de posséder. Je ne veux même pas que vous respiriez dans sa direction. Je ne veux pas que votre ombre touche ses pneus. Compris? Elena avait simplement hoché la tête une fois, un mouvement minuscule, presque imperceptible. Puis elle s'était tournée vers le John Deere géant, avait posé sa caisse à outils sur le sol à côté du tracteur et avait commencé son travail sans dire un seul mot de plus. Elle avait commencé par simplement regarder le tracteur pendant presque 10 minutes complètes, immobile, les mains dans les poches de sa salopette, examinant visuellement chaque détail, chaque connexion visible, chaque tuyau hydraulique. Certains hommes avaient ricané. « Elle sait même pas par où commencer », avait murmuré quelqu'un. Mais Elena ignorait tout cela complètement, perdue dans sa concentration intense. Puis, elle avait ouvert le capot massif avec un geste fluide et précis et s'était penchée pour examiner les entrailles mécaniques du monstre de 250 000 euros. Ses mains bougeaient lentement, méthodiquement, palpant doucement chaque connexion hydraulique, testant la résistance de chaque flexible, écoutant les sons subtils, presque inaudibles,
que faisait le métal sous la légère pression de ses doigts. Elle plaçait parfois son oreille directement contre le bloc moteur, écoutant quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle avait travaillé pendant exactement 3 heures et 27 minutes sous le soleil brutal et impitoyable d'août qui tapait comme un marteau sur sa nuque, transformant sa salopette en tissu trempé de sueur. La température atteignait 36 degrés à l'ombre inexistante. Mais elle ignorait complètement l'inconfort physique, ignorait les regards moqueurs ou curieux qui pesaient constamment sur elle, concentrée uniquement et absolument sur ce dialogue silencieux et intime qu'elle entretenait avec la machine blessée. À 11h47 précisément, elle s'était redressée, avait essuyé ses mains sur un chiffon qu'elle gardait toujours dans sa poche arrière et avait appelé Fabrice d'un geste. « Le problème n'est pas la pompe principale », avait-elle dit calmement, sa voix portant dans le silence soudain qui s'était installé. « Monsieur Dubois s'est trompé dans son diagnostic. La pompe fonctionne parfaitement. Le problème vient de 3 filtres hydrauliques complètement colmatés, que personne n'a pensé à vérifier, et d'une valve de décharge défectueuse qui crée une surpression dans tout le système. C'est pour ça que les tuyaux ont explosé. Réparation totale nécessaire, 130 € de pièce que je peux aller chercher à Beaune dans l'heure et environ 2h30 de travail. » Pascal était devenu rouge comme une tomate. « C'est impossible, j'ai vérifié les filtres. »« Non, » avait répondu Elena doucement mais fermement. « Vous avez vérifié les filtres principaux visibles. Il y a 3 filtres secondaires dans le circuit de retour que vous n'avez pas vus parce qu'ils sont cachés sous le carter de protection. Ils sont complètement bouchés avec des débris métalliques microscopiques. Ça crée un blocage qui fait monter la pression jusqu'à ce que quelque chose cède. À 14h32, après être allée acheter les pièces nécessaires avec son propre argent qu'elle savait qu'elle aurait du mal à se faire rembourser, Elena avait terminé la réparation. Elle avait appelé Fabrice pour qu'il teste absolument toutes les fonctions hydrauliques du tracteur géant. Le bras hydraulique se levait et s'abaissait parfaitement sans à-coups, déployant ses 8 tonnes de capacité de levage, sans la moindre hésitation. La prise de force tournait régulièrement à exactement 540 tours par minute. Tout fonctionnait absolument parfaitement. Gaspard était sorti de sa maison climatisée où il avait déjeuné tranquillement pendant qu'Elena suait sous le soleil, avait observé le tracteur en marche pendant exactement 45 secondes et avait simplement dit d'une voix plate, sans émotion, sans remerciement. « Combien ?» Elena avait répondu calmement, sachant déjà qu'elle facturait bien en dessous de ce qu'elle méritait, 280 € tout compris, pièces et main-d'œuvre. Un silence. Gaspard avait sorti son portefeuille en cuir italien, avait compté 3 billets de 100 €, les avait tendus à Elena. « Gardez la monnaie. Maintenant partez. » Mais avant de partir, avant de monter dans sa Renault 4L et de quitter ce lieu où elle venait d'être humiliée publiquement, Elena avait besoin de récupérer une clé spéciale qu'elle pensait avoir posée quelque part près de sa voiture pendant qu'elle déchargeait sa caisse à outils le matin. Une clé qui avait appartenu à son père. Une clé rare pour les vieux systèmes Bosch qu'elle ne voulait absolument pas perdre. En se dirigeant lentement vers la Renault 4L pathétique garée à l'extrême bord de la cour, elle était passée directement devant le hangar mystérieux dont Gaspard lui avait si agressivement interdit l'accès le matin même. La grande porte métallique n'était pas complètement fermée comme elle aurait dû l'être. Un ray mince de lumière poussiéreuse filtrait à l'intérieur du hangar sombre, créant un rectangle doré sur le gravier blanc. La curiosité naturelle qui animait absolument tout bon mécanicien, cette curiosité irrépressible qui est à la fois une bénédiction et une malédiction, s'était brutalement éveillée en Elena comme un animal qui sent une proie. Juste un coup d'œil rapide, juste pour voir ce qui méritait une telle protection agressive, une telle interdiction véhémente. Qu'est-ce qui pouvait valoir 700 000 €? Elle avait poussé très doucement la porte métallique qui avait grincé lugubrement sur ses gonds complètement rouillés par 12 années de négligence. Le son avait résonné dans le hangar vide
comme un cri dans une cathédrale abandonnée. À l'intérieur, baigné dans une pénombre dorée traversée de particules de poussière flottant paresseusement dans l'air immobile, se trouvait le Delahaye 135 MS. Même sous sa bâche épaisse gris-beige complètement saturée de poussière, même dans l'obscurité relative du hangar fermé depuis des années, la voiture dégageait une présence presque surnaturelle, une noblesse anachronique qui coupait littéralement le souffle. Elena s'était approchée lentement, presque religieusement, comme on s'approche d'un autel sacré dans une église silencieuse. Elle avait soulevé délicatement un coin de la bâche poussiéreuse. La carrosserie noire et chrome avait brillé faiblement dans la lumière filtrée, comme un joyau enfoui, redécouvrant la lumière après des siècles d'obscurité. Les courbes, absolument parfaites dessinées par Figoni et Falaschi, racontaient silencieusement une époque révolue où les voitures étaient des œuvres d'art autant que des machines, où chaque ligne était pensée pour émouvoir autant que pour couper l'air. Elena connaissait ce modèle légendaire. Son père lui en avait parlé avec la révérence sacrée qu'on réserve aux légendes mythologiques, aux créatures qui n'existent que dans les livres d'histoire. Le Delahaye 135, ma petite Elena, c'est le sommet absolu de ce que la France pouvait créer avant que le monde change définitivement après la guerre. Moteur 6 cylindres en ligne de 3,5 litres, culasse en aluminium, capable de développer 110 chevaux à 4200 tours par minute. Pour l'époque, pour 1947, c'était de la pure magie mécanique. Elle avait fait lentement le tour complet du véhicule immobile, notant mentalement chaque détail infime avec la précision photographique que son père lui avait enseignée. Les pneus Michelin à flanc blanc complètement à plat, le caoutchouc sec et craquelé par 12 années d'immobilité absolue. La fine couche de rouille orange commençant à attaquer quelques chromes normalement brillants. Les joints de portière durcis. Mais surtout, il y avait cette intuition qui naissait rapidement dans son esprit entraîné, ce sixième sens mystérieux que les vrais mécaniciens développent après des milliers et des milliers d'heures passées en communion avec les machines. Elle s'était agenouillée sur le sol de béton froid et sale pour regarder attentivement sous le châssis, examinant les dessous avec ses yeux habitués à voir ce que d'autres ne voient pas. Avait observé le moteur en ouvrant doucement le capot avant massif qui avait gémi dans un soupir métallique douloureux après 12 années sans bouger. Et là, exactement là, elle avait vu quelque chose. Elle avait compris quelque chose que 5 experts réputés n'avaient pas vu ou pas compris. Son cœur s'était mis à battre sensiblement plus vite dans sa poitrine. Ce n'était pas un problème de bloc moteur comme le prétendait l'expert parisien. Ce n'était pas la distribution comme l'affirmait le deuxième. Le moteur n'était même pas mécaniquement grippé comme absolument tous les experts l'avaient supposé avec une certitude arrogante. Le problème était ailleurs, beaucoup plus simple mécaniquement, beaucoup plus subtil techniquement. Le système d'alimentation en carburant, plus précisément, la pompe à essence mécanique actionnée par cam et le circuit de dépression qui maintenait la pression constante dans les conduites. Sur ces Delahaye d'après-guerre, le système était connu pour développer un problème chronique après de longues périodes d'immobilité. Les membranes internes de la pompe se désagrégeaient littéralement. Les ressorts de rappel perdaient leur tension et surtout, les valves anti-retour se bloquaient en position fermée, empêchant tout écoulement de carburant même si on tentait d'amorcer manuellement le système. C'était exactement ça. Elena en était absolument certaine avec cette certitude viscérale qui ne trompe jamais. Elle pouvait presque le sentir, pouvait presque entendre la voix de son père lui murmurant la solution à l'oreille depuis l'au-delà. Et puis, comme la foudre frappant un arbre, une deuxième réalisation l'avait frappée avec une force presque physique. Le tracteur qu'elle venait de réparer utilisait une pompe mécanique agricole moderne avec un diaphragme renforcé en polymère spécial, conçu spécifiquement pour supporter des variations extrêmes de pression et de température,
capable de fonctionner avec des carburants de qualité très variables. Le diaphragme et la valve de rétention de cette pompe agricole moderne pouvaient potentiellement, avec quelques modifications mécaniques précises, être adaptés au système d'alimentation du Delahai pour remplacer les composants défaillants originaux. Ce ne serait pas parfait, ce ne serait pas d'époque. Mais ça résoudrait le problème fondamental de perte de pression qui empêchait le démarrage. Ce n'était pas de l'improvisation hasardeuse de bricoleurs amateurs. C'était de l'ingénierie pratique et intelligente, basée sur la compréhension profonde des principes mécaniques fondamentaux qui ne changent jamais, que la machine soit de 1947 ou de 2026. Elena avait regardé le tracteur John Deere géant qui tournait maintenant parfaitement dans la cour. Puis elle avait regardé le Delahai silencieux depuis 12 ans, et elle avait compris exactement ce qu'elle devait faire. Mais elle ne pouvait évidemment pas le faire maintenant, pas en plein jour, pas sous les regards moqueurs de tous ces hommes qui venaient de l'humilier publiquement. Elle devait attendre la nuit, elle devait revenir en secret, et elle devait prendre le risque énorme de toucher à une voiture valant 700 000 € sans permission, sachant que si elle échouait, si elle endommageait quoi que ce soit, elle serait ruinée, probablement poursuivie en justice, peut-être même emprisonnée. Mais la voix de son père résonnait dans sa tête, aussi claire que s'il se tenait à côté d'elle. « Prouve-le, prouve-le pour moi !» Elena était repartie ce soir-là, mais elle était revenue exactement à 2h37 du matin, sa Renault 4L garée à 800 mètres de la propriété sur un chemin de terre abandonné. Elle avait marché dans l'obscurité totale, portant sa caisse à outils et un sac contenant les pièces qu'elle avait soigneusement retirées du tracteur John Deere avant de partir l'après-midi, remplaçant immédiatement par des pièces de rechange qu'elle gardait toujours dans sa voiture, sachant que personne ne remarquerait la différence. Le hangar n'était pas verrouillé. Gaspard était trop arrogant pour imaginer que quelqu'un oserait toucher à sa collection précieuse. Elena s'était glissée à l'intérieur comme une ombre, avait fermé la porte derrière elle et avait travaillé pendant 4h13 à la seule lumière de sa lampe frontale LED. Elle avait d'abord retiré complètement l'ancienne pompe à carburant du Delahai, un processus délicat nécessitant de démonter plusieurs autres composants pour y accéder. Puis elle avait méticuleusement nettoyé toutes les conduites d'alimentation avec du solvant, éliminant 12 années de gomme et de dépôt. Elle avait adapté le diaphragme moderne et la valve de rétention du tracteur, modifiant légèrement les dimensions avec une lime fine pour obtenir un ajustement parfait. Ce n'était pas simplement remplacer une pièce, c'était comprendre les pressions de fonctionnement, les débits nécessaires, les températures de service. C'était utiliser les principes fondamentaux de la mécanique que son père lui avait enseigné pendant 15 ans. Elle avait également recalibré manuellement le système d'allumage par magnéto, qui était légèrement désynchronisé, vérifié et nettoyé chaque bougie, ajusté les électrodes au millimètre près. Elle avait purgé le système de refroidissement et ajouté un mélange frais d'eau et d'antigel, avait vérifié la tension de la courroie d'alternateur, avait graissé chaque point de graissage recommandé dans le manuel d'époque qu'elle avait consulté dans une bibliothèque technique de Beaune 3 jours plus tôt, anticipant déjà ce moment. À 6h50 du matin, juste avant l'aube, elle avait terminé. Ses mains tremblaient légèrement de fatigue et de tension nerveuse. Elle avait tout remis en place, nettoyé méticuleusement chaque trace de sa présence, repositionné la bâche exactement comme elle l'avait trouvée. Puis, elle était repartie dans l'obscurité finissante, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle avait pris un risque énorme. Si ça ne fonctionnait pas, personne ne saurait jamais qu'elle avait essayé. Si ça fonctionnait, eh bien, elle ne savait pas exactement ce qui se passerait. Pendant les 4 jours suivants, Elena avait continué sa vie normale, réparant une vieille moissonneuse pour un fermier de Pommard, diagnostiquant un problème de transmission sur un tracteur Fendt, vivant dans l'attente anxieuse de savoir si sa réparation nocturne serait découverte, si la police viendrait frapper à sa porte. Mais rien ne se passait.
Le silence complet. Puis, le 5e jour, le vendredi, elle avait reçu un appel d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Rouvier ? Ici, Pierre Lavoisier, je suis associé de Gaspard Malrec. Monsieur Malrec organise un déjeuner demain à midi avec plusieurs investisseurs importants et quelques collectionneurs de voitures anciennes. Il souhaiterait que vous soyez présente pour discuter du tracteur. Il paiera 200 € pour votre temps. » Elena avait accepté, son estomac se nouant. Elle savait que ce n'était pas vraiment une invitation, c'était un piège ou une confrontation. Elle était arrivée le samedi à 11h55, portant la seule tenue à peu près présentable qu'elle possédait. Un pantalon noir basique et un chemisier blanc simple. 23 personnes étaient assemblées sur la terrasse arrière de la maison Malrec, des hommes en costumes coûteux, quelques femmes en robes élégantes, des serveurs circulant avec des plateaux de champagne. Gaspard l'avait vue arriver et s'était immédiatement dirigé vers elle avec une expression indéchiffrable. « Ah, mademoiselle Rouvier, merci d'être venue. » Sa voix était étrangement neutre, ni chaleureuse ni hostile. Puis, il s'était tourné vers ses invités prestigieux. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Elena Rouvier, une jeune mécanicienne locale. » Il y avait eu quelques rires polis. Quelqu'un avait murmuré « mécanicienne » avec un ton surpris. Gaspard avait continué, sa voix prenant maintenant une teinte de fierté blessée, mêlée de frustration. « Comme plusieurs d'entre vous le savent, je possède dans ma collection un Delahaye 135 MS de 1947 qui est silencieux depuis 12 années. 12 années pendant lesquelles 5 des meilleurs experts européens ont échoué à le faire démarrer. 5. J'ai dépensé plus de 40 000 € en diagnostics inutiles. La voiture est devenue pour moi le symbole de l'échec, un rappel constant que l'argent ne peut pas tout résoudre. » Il avait fait une pause théâtrale. C'est devenu une sorte de légende locale. Le Delahaye mort de Malrec. Un cadavre magnifique mais inutile, valant 700 000 €. Quelqu'un dans l'assistance avait ri amèrement. « Oui, j'en ai entendu parler. » Quelle tristesse. Elena sentait son cœur battre de plus en plus fort. Elle ne savait toujours pas où Gaspard voulait en venir. « Eh bien, » avait continué Gaspard, sa voix devenant étrangement tendue, « je vais vous montrer quelque chose. » Il avait commencé à marcher vers le hangar éloigné et toute l'assemblée l'avait suivi comme un troupeau obéissant. Elena marchait à l'arrière du groupe, ses jambes tremblant légèrement. Gaspard avait ouvert les grandes portes métalliques du hangar d'un geste théâtral. La lumière du jour avait inondé l'intérieur, révélant le Delahaye toujours sous sa bâche. « Ce matin, » avait dit Gaspard lentement, « je suis venu ici comme je le fais parfois, par masochisme probablement, pour regarder ma belle voiture morte. J'ai soulevé le capot par pure habitude, sans vraiment savoir pourquoi. » Il s'était approché de la voiture, avait retiré la bâche d'un geste fluide, révélant la magnificence de la carrosserie Figoni et Fallachi. Des exclamations admiratives avaient parcouru l'assistance. « Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange, » avait continué Gaspard. Quelque chose avait changé. Des pièces avaient été remplacées. Le système avait été nettoyé. Quelqu'un était entré ici, dans mon hangar privé, et avait touché à ma voiture de 700 000 € sans permission. Le silence était devenu absolument total. Elena sentait le sang quitter son visage. Gaspard s'était alors tourné directement vers elle, la fixant avec une intensité qui la transperçait. Au début, j'étais furieux, absolument furieux. J'allais appeler la police. C'était une violation, un crime. Une pause interminable. Mais ensuite, je me suis demandé pourquoi quelqu'un ferait ça. Pourquoi prendre un tel risque? Il s'était approché du Delahaye, avait ouvert la portière conducteur avec révérence et s'était glissé derrière le magnifique volant en bois verni. Alors, j'ai décidé de tester quelque chose. Il avait tourné la clé de contact que personne n'avait tournée avec espoir depuis 12 années. Le moteur avait toussé 1 fois, 2 fois. Elena retenait littéralement son souffle. Et puis, comme un miracle mécanique, comme une résurrection, le moteur 6 cylindres s'était réveillé. Un grondement rauque d'abord, instable, cherchant son équilibre.
puis de plus en plus réguliers, de plus en plus forts. Ce son magnifique et profond d'un moteur d'avant-guerre prenant vie après plus d'une décennie de silence absolu. L'assistance était devenue complètement silencieuse, bouche bée. Puis les exclamations avaient éclaté. « Incroyable! C'est impossible! Comment ?» Gaspard avait fait tourner le moteur pendant 30 secondes, savourant ce moment qu'il avait attendu pendant 12 années, écoutant cette symphonie mécanique qu'il pensait ne jamais réentendre. Puis il l'avait coupé, était sorti de la voiture et s'était dirigé droit vers Elena. Son visage était devenu très pâle. « Qui a fait ça ?» avait-il demandé, sa voix tremblante. Elena l'avait regardé droit dans les yeux. Elle savait qu'elle ne pouvait plus mentir, ne pouvait plus se cacher. « Moi, monsieur Malrec, c'était moi. » Le silence qui avait suivi était presque insoutenable. Puis quelqu'un dans l'assistance avait demandé, incrédule. « La jeune femme? La mécanicienne ?» Gaspard avait hoché lentement la tête, son regard ne quittant jamais Elena. « Oui, cette femme que j'ai humiliée publiquement il y a 5 jours. Cette femme à qui j'ai dit qu'elle était une blague. Cette femme que j'ai traitée comme une moins que rien. » Sa voix s'était brisée légèrement. « Cette femme vient de faire ce que 5 experts européens réputés n'ont pas pu faire en 12 ans. Elle est entrée ici en secret, a risqué d'être arrêtée, a travaillé toute une nuit sans aucune garantie de succès, sans demander un seul euro, juste pour... » « Pourquoi exactement, mademoiselle Rouvier ?» Tous les regards s'étaient tournés vers Elena. Elle avait senti les larmes monter dans ses yeux, malgré tous ses efforts pour les retenir. « Pour prouver que mon père avait raison, » avait-elle dit doucement, sa voix à peine audible. « Pour prouver que le talent n'a pas de genre, pas de diplôme, pas de classe sociale, juste de la vérité. Et pour vous montrer, monsieur Malrec, que vous aviez tort. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. « Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous m'avez traité comme si je n'étais rien. Mais les machines ne mentent jamais. Et ce moteur vient de dire la vérité plus fort que tous vos mots. » Gaspard était resté immobile pendant ce qui avait semblé une éternité. Puis, devant l'assemblée médusée de millionnaires et de collectionneurs, cet homme de 64 ans, habitué au pouvoir et au respect, cet héritier de 7 générations de vignerons aristocratiques, avait fait quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Il s'était approché d'Elena et avait tendu sa main vers elle. Pas pour une poignée de main formelle, mais pour toucher doucement son épaule, un geste presque paternel. « Pardonnez-moi » avait-il dit, sa voix brisée par une émotion qu'il ne pouvait plus contrôler. « Pardonnez-moi pour mon arrogance, pour ma cruauté. Pour avoir jugé votre valeur sur votre apparence et votre genre plutôt que sur vos capacités. » Il avait regardé vers le De La Haye qui tournait parfaitement, puis vers Elena. « Vous avez réussi là où j'ai échoué malgré toute ma richesse. Vous avez fait ce que les experts les plus chers n'ont pas pu faire. Et vous l'avez fait par pure passion, par pur respect pour votre métier et pour la mémoire de votre père. » Il avait pris une grande respiration. « Je voudrais vous proposer quelque chose, pas un emploi de mécanicienne, quelque chose de plus, un partenariat. » Elena l'avait regardé, confuse. « Je voudrais que nous travaillions ensemble à restaurer et entretenir ma collection, pas comme employeur et employé, comme partenaire. Vous apportez votre expertise mécanique incomparable. Moi, j'apporte mes contacts dans le monde du collectionnisme, mon réseau, mes ressources. Nous partageons les bénéfices 50-50 sur toutes les restaurations que nous faisons pour d'autres collectionneurs. » Il avait continué, sa voix devenant plus forte. « Et en échange, je vous enseigne tout ce que je sais sur les vins, sur la gestion d'une propriété, sur le monde des affaires. Vous m'enseignez à vraiment comprendre ces machines que j'ai collectionnées, mais que je n'ai jamais vraiment comprises. Nous apprenons l'un de l'autre. » L'assistance murmurait, choquée. Un partenariat égal entre l'aristocrate Malrec et une jeune mécanicienne sans diplôme. Elena avait essuyé ses larmes. « Et si je refuse, alors je respecterai votre décision, » avait dit Gaspard simplement. « Mais je vous paierai quand même 10 000 € pour avoir sauvé le De La Haye.
Vous l'avez mérité, et je ferai des excuses publiques dans le journal local pour la façon dont je vous ai traité. » Elena avait réfléchi. Elle pensait à son père, à ce qu'il dirait. Elle pensait à sa vie de lutte, à ses 3 années de survie précaire. Elle pensait à cette occasion incroyable qui s'offrait à elle. « J'accepte le partenariat », avait-elle finalement dit, mais à une condition. Laquelle? Que vous admettiez publiquement, devant tous ces gens, que vous vous êtes trompé, que le talent ne dépend pas du genre, de l'âge ou des diplômes, que vous avez laissé vos préjugés vous aveugler à la vérité. Gaspard avait souri pour la première fois, un vrai sourire. C'est plus que juste. Mesdames et messieurs, il s'était tourné vers l'Assemblée. Aujourd'hui, j'ai appris une leçon d'humilité qu'aucune école ne m'aurait jamais enseignée. J'ai passé ma vie à croire que la richesse, l'éducation formelle et le statut social définissaient la valeur d'une personne. Cette jeune femme m'a prouvé que j'avais profondément, honteusement tort. 18 mois plus tard, le partenariat Malrec-Rouvier était devenu une référence dans le monde de la restauration de voitures classiques. Ils avaient restauré 16 véhicules pour des collectionneurs privés, générant plus de 300 000 € de bénéfices que Elena et Gaspard partageaient équitablement. La collection de Gaspard, toutes les 11 voitures, fonctionnait maintenant parfaitement grâce à l'expertise d'Elena. Mais plus important que l'argent, quelque chose de plus profond avait changé. Gaspard avait retrouvé un sens à sa vie. Il passait ses journées dans l'atelier ultramoderne qu'ils avaient construit ensemble, apprenant la mécanique aux côtés d'Elena, redécouvrant la joie simple de travailler de ses mains. Ses fils, Laurent et Antoine, impressionnés par la transformation de leur père, revenaient maintenant régulièrement de New York et Londres. Pas par obligation, mais par véritable désir de passer du temps avec cet homme qui avait retrouvé son humanité. Elena, quant à elle, avait quitté sa maison délabrée pour une belle demeure restaurée sur le domaine Malrec. Elle conduisait maintenant une Peugeot 504, coupée parfaitement restaurée, que Gaspard lui avait offerte pour son 25e anniversaire. Mais sa fierté la plus grande n'était pas matérielle. Un soir d'automne, alors qu'ils travaillaient ensemble sur une Talbot Lago, Gaspard lui avait dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Vous savez ce que vous m'avez vraiment donné, Elena, ce n'est pas le Delahaye qui fonctionne, ce n'est pas le succès de notre entreprise. Alors quoi? Vous m'avez rendu ma famille, mes fils me respectent à nouveau parce que j'ai eu le courage d'admettre que j'avais tort. Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir meilleur. À 66 ans, vous m'avez donné une seconde chance d'être l'homme que j'aurais toujours dû être. » Elena avait souri, ses mains expertes continuant à ajuster le carburateur. « Et vous m'avez donné la chance de prouver que mon père avait raison, que le talent parle toujours plus fort que les préjugés, que la vérité finit toujours par gagner. » Le Delahaye 135 MS était garé dans le hangar principal, brillant sous les lumières LED. Gaspard l'emmenait parfois à des rallyes de voitures anciennes, et chaque fois, il racontait l'histoire de la jeune femme qu'il avait ressuscitée. L'histoire s'était répandue dans le monde du collectionnisme automobile, devenant presque légendaire. Certaines personnes confondent le silence avec l'incapacité, la modestie avec l'incompétence, la douceur avec la faiblesse. Elles jugent sur l'apparence, sur les diplômes encadrés, sur le genre ou l'âge ou la classe sociale. Elles parlent fort, prennent de la place, écrasent les autres avec leur arrogance. Mais les machines ne mentent jamais. Les machines ne jugent pas. Les machines parlent la seule langue qui compte vraiment, la langue de la vérité. Et parfois, juste parfois, quand le moteur démarre enfin après des années de silence, cette vérité résonne tellement fort qu'elle change tout, absolument tout. Non pas en créant de nouvelles institutions, mais en transformant les cœurs, en changeant les esprits, en prouvant qu'un partenariat basé sur le respect mutuel peut accomplir plus que n'importe quelle structure formelle. Si cette histoire vous a touché au cœur, si vous croyez que chacun mérite le respect et la chance de prouver sa valeur, laissez votre like maintenant. Abonnez-vous pour suivre d'autres histoires qui célèbrent ceux qui refusent d'abandonner malgré l'humiliation et le mépris.
Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que son talent compte, que sa passion compte, peu importe ce que le monde dit. Commentez d'où vous nous regardez et dites-nous si vous connaissez quelqu'un comme Elena qui mérite d'être reconnue. Activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines histoires, parce que le monde a besoin de plus d'histoires où la justice triomphe, où les humbles sont élevés et où la vérité finit toujours par parler plus fort que l'arrogance.